Vu que je suis un peu plus à la maison, que j'aurai mes pauses déjeuner et le temps de transport en moins, et bah pour vous tourner des vidéos, vous proposer du contenu peut-être un petit peu plus spontané, plus régulier aussi. Je crois qu'on peut dire que c'est la définition exacte du foutage de gueule. Hello mes petits macarons aux épinards, je suis absolument ravie, enchantée et extatique de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Après quelques petites semaines de silence qui m'ont permis de me reposer, sachez que j'ai continué à lire et que j'ai une bonne petite cuvée de bouquins à vous présenter qui me tenaient à cœur, qui ont vraiment illuminé mon confinement. Donc je me dis que c'est l'occasion de se remettre en selle avec de bonnes lectures, c'est quand même pas mal. Et je vous propose qu'on s'y colle tout de suite. Vous êtes prêts ? On ouvre le bal avec un roman qui commençait à sévèrement prendre la poussière dans mes bibliothèques et il s'agit de Cursed, un roman écrit par Thomas Wheeler et illustré par Frank Miller. C'est publié chez Gallimard Jeunesse et dans cette histoire, vous allez avoir droit à une réécriture des légendes arthuriennes à l'époque de la prime jeunesse de tous les héros qui peuplent ces récits. Donc vous avez Arthur, vous avez Guenièvre, vous avez Lancelot, Perceval et la Dame du Lac notamment. Mais alors ne vous attendez pas à quelque chose d'un petit peu champêtre, fleuri. C'est gore, c'est sanglant, vous avez des guerres de religion, du combat interespèces, c'est des complots, des trahisons, des mises à mort, des massacres, en veux-tu, en voilà. Donc comme vous le voyez, on est sur une bonne grosse recette de fantaisie quand même plutôt sombre. Cette histoire commence sous les meilleurs auspices possibles puisque nous assistons au massacre d'un village entier de Fae dont Nimue, notre héroïne principale, est originaire. Tandis que tous ceux qu'elle connaît sont en train de trouver la mort aux mains de psychopathes qui appartiennent à l'église catholique, sa mère va lui confier une épée de pouvoir qu'elle doit apporter à un druide dénommé Merlin. Je pense pas que vous ayez besoin de davantage d'éléments pour avoir une idée très précise de ce qui vous attend dans ce roman, puisque du coup on va suivre cette quête initiatique de Nimue qui deviendra plus tard la Dame du Lac, qui part à la recherche de Merlin et qui, en cours de route, va tomber sur bon nombre d'opposants, mais aussi certains adjuvants assez précieux. Et j'ai véritablement beaucoup aimé ce roman parce que c'est hyper punchy, c'est hyper visuel, c'est hyper violent, c'est très très gore. Et pour autant, je pense qu'il y a quand même un petit problème de rythme puisque quand je vous l'avais présenté du coup à l'automne-hiver dernier, j'avais lu 170 pages d'une traite. Je trouvais ça hyper cool parce que toute la mise en branle, on commence par un massacre avec des courses-poursuites, il y a une pointe de vikings, des lignées de rois qui sont pas forcément toujours très claires, beaucoup d'éléments hyper intrigants qui ont vraiment piqué ma curiosité. Et après, je sais pas, on est tombé dans une espèce de ventre mou qui s'installait doucement pendant que l'intrigue était en train de ronronner et je l'ai abandonné pendant quasiment 5 mois puisque je l'ai repris il y a quelques semaines et pour autant j'ai eu aucun mal à raccrocher les wagons. Ça a été un petit peu douloureux pendant, je sais pas, 70-100 pages, le temps de bien se remettre dedans et de retrouver un petit peu un intérêt, mais par contre, après, impossible de le lâcher parce que vous avez des peuples de lépreux qui se cachent dans les montagnes, des magiciens morts, enfin bon, c'est vraiment hyper bien fichu. Donc vous avez énormément d'éléments qui sont très cinématographiques et une écriture qui est vraiment très bien scénarisée. C'est fluide, ça s'enchaîne bien, c'est cohérent. Et donc pour ça, je pense que la série Netflix qui va être dispo, je crois, courant de l'été, va être assez sympa, même si je ne suis pas convaincue par le choix de l'actrice principale. Encore une fois, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le bouquin est très sympa. C'est un premier volume, je pense que je lirai la suite, même si très clairement, je ne vais pas me précipiter dessus dès sa sortie en librairie, parce que la fin ne m'a pas suffisamment collé à mon siège pour que je sois sur les dents avec le besoin de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais sérieusement, c'est hyper fluide, c'est très entraînant, donc si vous cherchez une lecture qui va vous capter, vous embarquer, vous pouvez carrément vous pencher dessus. En plus, les illustrations apportent un côté encore un peu plus glauque, un peu plus poisseux à l'ambiance générale, puisque ce sont des traits assez sauvage, assez âpre, très épais, donc même si visuellement je suis pas conquise, je les accrocherai clairement pas dans ma chambre, c'est une très belle immersion, une belle aventure, et si vous aimez les légendes arthuriennes ou pas d'ailleurs, comme moi c'est pas vraiment ma tasse de thé, j'ai pourtant beaucoup apprécié ce roman, donc je vous le recommande chaudement. Et si vous n'avez pas eu votre compte de massacre, de bain de sang et d'atmosphère hyper poisseuse avec celui-ci, et ben je pense que vous allez être carrément servi avec la prochaine lecture. Et pour cause, puisque je vais vous présenter Yardam, le dernier né, signé par Aurélie Wallenstein et publié aux éditions Scrinéo, qui met en scène un univers dans lequel la folie est sexuellement transmissible. Ouh. Pour nous accompagner comme il se doit dans cette plongée au cœur de la folie, on peut compter sur Kazan, notre personnage principal, qui est un jeune garçon
qui est doucement en train de sombrer puisque lui aussi a été frappé du coup de cet étrange fléau qui lui permet d'entendre les voix des personnes qu'il a absorbées durant ses ébats sexuels. Est-ce que vous trouvez ça assez glauque comme postulat de départ pour un bouquin? Moi je trouve que on est pas mal là. À ses côtés, on va donc découvrir les rouages de plus en plus étranges qui régissent le quotidien Ayardam, cette ville qui a été frappée d'un étrange mal puisque peu à peu les villageois commencent à voir apparaître dans les rues des coquilles, c'est-à-dire des êtres humains totalement décharnés dont on ne peut plus deviner les contours, qui n'ont plus de cheveux, qui n'ont plus de traits propres, qui sont totalement aveugles et sourds à toute sollicitation. Ils ne réagissent plus, ils sont totalement vides et on ne comprend pas d'où est-ce que ça peut venir. On soupçonne une étrange maladie inconnue et du coup l'empereur va dépêcher une équipe de médecins pour tenter d'endiguer le phénomène et pour éviter que ça se propage au reste du pays, il va fermer les portes de la ville pour un confinement imposé. Alors oui, je vous l'accorde, lire ce bouquin pendant notre propre confinement, c'était peut-être pas l'idée du siècle, rapport, anxiété, tout ça, mais par contre ça a permis de le faire véritablement résonner avec l'actualité et c'était d'autant plus impactant. Je vais m'arrêter là niveau résumé parce que je voudrais pas trop en dévoiler, mais faites confiance à Aurélie Wallenstein pour vous concocter des massacres, des orgies, des trucs absolument incroyables, hyper sombres et vous faire plonger vraiment progressivement dans l'horreur et le chaos le plus total. C'est vraiment toujours aussi progressif et inéluctable. Vous savez que vous allez droit dans le mur mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder la route, vous ne pouvez pas changer de trajectoire et c'était vraiment captivant. C'est peut-être pas mon roman favori de l'autrice parce que j'attendais quelque chose de peut-être un petit peu plus terre à terre, bêtement, mais c'était quand même rudement efficace, très immersif et ce serait un film férocement efficace qui vous ferait, je pense, trembler dans vos chaussons. On continue avec une suite de séries d'une saga que j'aime d'amour et qui ne m'a absolument pas déçue puisque je crois que j'ai préféré ce deuxième volume au premier et il s'agit des Faucons de Ravera écrit par Melissa Caruso et publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Dans mon dernier vlog que je vous remettrai d'ailleurs dans le petit si ça vous intéresse, je vous abandonnais tandis que j'étais en train de le commencer. Du coup j'ai pas eu l'occasion de vous dire à quel point ça a été un véritable coup de cœur puisque vous reprenez absolument tout ce qui m'avait charmé dans le premier tome et vous l'upgradez, c'est-à-dire que vous avez des personnages encore plus fouillés, un univers encore plus sombre, c'est encore plus haletant, encore plus rythmé, encore plus captivant. Bref, c'était un sans faute, je me suis régalée, je n'ai pas vu le temps passer, c'était remarquable et je vous le conseille de tout cœur, mais si vous avez manqué du coup mon explication, je vais vous refaire quand même un petit résumé du tome 1, histoire de vous convaincre de lui donner sa chance parce que clairement vous ne serez pas déçus. Dans cette histoire, Melissa Caruso nous invite à mettre nos pas dans ceux de Amalia Cornaro, une jeune héritière qui est donc la fille de la comtessa, une éminente figure politique du royaume de Ravera, qui un beau jour a décidé d'aller se balader dans les bas-fonds de sa ville à la recherche d'un grimoire magique pour ses études, et elle va croiser la route de Zaira, une sorcière du feu non répertoriée. Il faut dire que dans ce royaume, toutes celles et ceux qui possèdent des pouvoirs magiques sont facilement reconnaissables grâce à la marque des mages, qui est donc un cercle autour de leur pupille. Toutes ces personnes-là, du coup, sont placées dans l'ordre des faucons et mis sous la tutelle d'un soldat qui les maîtrise grâce à un anneau magique qui permet de contenir leur pouvoir. J'espère que c'était pas trop vaseux comme explication parce que je veux à la fois pas trop en dire et en même temps que ce soit clair, donc c'est un peu un travail d'équilibriste, mais j'espère que vous avez suivi. Notre héroïne va donc croiser cette très puissante sorcière du feu déchaînée qui est en train de carboniser la moitié du quartier puisqu'elle est poursuivie par des hommes qui veulent la tuer. Et la jeune fille ne va donc pas trop avoir le choix et être contrainte de lui passer par un étrange concours de circonstances, un jonc magique pour essayer de la maîtriser. Sauf que c'est totalement défendu puisqu'en tant que future politicienne, elle ne peut pas pour des raisons d'enjeux économico-stratégico, blablabla, avoir la maîtrise et la main sur un mage. Donc la journée est un petit peu compliquée et la suite promet de l'être tout autant puisque cette découverte, mêlée à quelques savants complots politiques et tensions au sein du royaume, pourrait bien mettre le feu aux poudres. Je pense que mon enthousiasme le laisse suffisamment présager, mais c'est un univers qui est tellement foisonnant, tellement riche, hyper bien construit, avec des intrigues politiques, mais hyper bien ficelées, passionnantes et des personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Hyper nuancés, très approfondis, très fouillés, et j'ai véritablement adoré suivre Amalia du coup dans sa découverte.
du monde politique, de comment tirer les ficelles, que faire en cas de litige, quelle est sa place en fait au sein de ce système, les jeux de pouvoir, d'influence, les leviers des uns et des autres. C'est véritablement passionnant, vous avez du coup de la magie qui vient se greffer par-dessus le tout, et donc ce deuxième volume est encore plus abouti, est encore plus approfondi. On découvre tout un pan en dehors du royaume qui est vraiment passionnant avec les hauts en sorcellerie. Je ne vous en dis pas plus, mais sincèrement c'est véritablement de la bombe. Voilà, j'ai pas d'autres mots, donc si vous ne vous êtes pas lancé et que tout ce que je viens de vous raconter vous a donné envie, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus. Et comme je vous ai promis de très bonnes lectures dans cette vidéo, et bien j'enchaîne avec mon deuxième coup de cœur. Celui-là. Vous savez, celui que je vous ai très chaleureusement et très longuement invité à vous procurer tellement c'était incroyable comme lecture. Et alors là, on ne s'embarrasse pas du superflu, c'est même pas la peine d'essayer de ménager un faux suspense pour faire monter la tension. On s'en fout, il est là, il est absolument incroyable, bluffant, et il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Dans cette histoire, on va suivre Inès et Tristan, deux frères et sœurs qui sont en vacances au camping avec leurs parents, et pendant qu'ils sont en train de balader leur chien tous les deux, ils vont apercevoir en haut d'une colline un étrange scintillement, et en fait en se décalant, ils vont apercevoir du coup la silhouette d'une ville qui n'existe pas. Un peu intrigués, ils vont être forcés de suivre leur chien qui s'est précipité dans la brèche, et ils vont se retrouver à Bord de terre, un royaume dans lequel ils ne vont pas avoir franchement le temps de faire du tourisme puisque l'immense esprit créature un peu étrange qui garde la porte de la cité va les absorber, et là ça va être le blackout. Ils vont se réveiller dans une étrange tour entourée par la mer et surtout avec une perfusion un peu étrange plantée dans les veines, et ça va être le début d'une plongée fantastique dans un univers mais tellement bien pensé, original, créatif, que vous allez en rester totalement baba et sur le cul, je vous le garantis. En toute franchise, quand j'ai découvert ce bouquin, j'étais pas très emballée à la base par le résumé parce que je m'attendais à une histoire assez classique de deux adolescents qui se retrouvent propulsés dans un univers avec de la magie, mais heureusement que je ne me suis pas écoutée puisque je n'ai pas pris une clacasse pareille dans la tête depuis ma découverte des Fiancés de l'hiver à l'époque de sa sortie. Voilà, je pense qu'avec un argument pareil, j'ai pas besoin d'étayer pendant des heures. J'avais pas vu d'univers aussi bien ciselé, aussi bien pensé, aussi fou, aussi original, avec des personnages vraiment bien construits, bien pensés, avec une, je sais pas, hyper tangible, hyper attachant, très nuancé, le tout sur un fond de révolution qui était mais absolument incroyable. Je vous en dirai pas plus, ça se découvre, et sincèrement les quelques éléments que je viens de vous lancer, c'est tellement beaucoup plus, et c'est tissé avec tant de soin, avec tant de génie et de créativité que moi j'ai été totalement bluffée. La plume est dingue, c'est un premier roman et c'est un one shot en plus, donc vous ne vous engagez pas sur le long terme. C'était incroyable, c'était juste incroyable, j'ai pas d'autres mots, et voilà, je balbutie, j'essaie de vous convaincre comme je peux, mais coup de cœur intersidéral, ma meilleure lecture de 2020 sans aucun conteste jusqu'à présent. Pendant les 50 premières pages, j'ai eu un peu de mal parce que j'étais là en train de tâtonner, en train de me dire mais où est-ce qu'on va, dans quoi est-ce que je suis en train de mettre les pieds, et c'était juste le toboggan dans lequel ensuite j'étais lancée à toute vitesse, et j'en suis redescendue que totalement échevelée, vous savez, le slip sur la tête, c'était juste fou. Et je vais m'arrêter là parce que mon avis est totalement décousu, mais j'espère que vous aurez capté l'idée derrière tout ce blabla. C'est allez-y, lisez-le, il est juste incroyable. Autre lecture de qualité et hyper dépaysante, on va s'arrêter un instant sur Akata Witch, écrit par Neddy Okorafor et publié aux éditions de l'École des loisirs. Dans cette histoire, on va suivre Sunny, une jeune adolescente qui vit au Nigeria. Après avoir passé toute sa vie et toute son enfance à Chicago, elle est retournée avec sa famille vivre dans leur pays d'origine, et elle a un petit peu de mal à s'adapter et à trouver sa place parce que les gens autour d'elle ne sont pas très tendres avec les Nigérians qui sont partis, qui se sont expatriés. Elle est née aux États-Unis, donc elle ne connaît pas en plus très bien la culture du pays du coup dans lequel elle est arrivée, et pour ne rien arranger, elle est albinos. À cause de tout ça, elle prend vraiment cher à l'école, tout le monde est sur son dos. En plus, pour ne rien arranger, son père est absolument abject avec elle, sa mère est hyper stricte, et son quotidien pourrait bien être totalement mis en dessous quand elle va commencer à taper la discute avec l'une de ses voisines un peu étrange qui a son âge et qui pourrait bien lui faire mettre un pied dans un univers dans lequel ces différences pourraient être la source de son pouvoir magique. En gros, ce récit m'a fait l'effet d'être un Harry Potter avec une héroïne féminine et le tout transposé dans la culture africaine et nigériane.
et c'était tellement dingue et incroyable. Le système de magie est hyper original et terriblement, j'en sais rien, tangible, incarné, presque primal, et j'ai adoré le fait que dans cet univers, eh bien, le vrai pouvoir c'est la connaissance, et vous avez tout un système de récompense autour du fait de se documenter, d'apprendre, d'expérimenter la magie, à la fois dans les livres mais dans le concret, et vous avez tout un système avec le juju africain, enfin c'est juste incroyable. Vous avez du coup cette découverte de notre héroïne du monde des léopards, donc qui est l'équivalent des sorciers. Et c'est juste fou, tout est dingue et c'est ultra dépaysant, c'est bien ficelé, les personnages sont hauts en couleur, j'ai adoré. La fin est peut-être un petit peu précipitée, c'est un premier tome et je pense que ça aurait pu, je sais pas, prendre un petit peu plus son temps, quitte à, j'en sais rien, laisser le lecteur sur un cliffhanger pour prendre le temps de développer encore bien, certains aspects dans le deuxième tome, mais en tout cas ça a été véritablement un voyage épique, incroyable et que je vous recommande très chaudement. D'ailleurs, si vous êtes curieux et curieuse de découvrir ce bouquin, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram puisque j'organise grâce à l'école des loisirs un concours qui va vous permettre de remporter un exemplaire. Donc c'est uniquement là-bas que ça va se passer, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à cliquer et à tenter votre chance. Vraiment, il est hyper cool, donc si vous êtes un minimum intrigué, prenez 5 minutes pour le faire, ça vaut vraiment le coup. Dernier roman de qualité avant de passer à mon coup de cœur graphique. Il s'agit d'une lecture en VO qui était juste parfaite et qui n'est nul autre que The Black Flamingo, écrit par Dean Atta. Dans ce roman jeunesse qui est atypique en tout point, que ce soit sur le format, le fond, la forme, on va suivre Michael, un jeune garçon qui est jamaïco-crétois, si je vous dis pas de bêtises, qui vit en Angleterre avec sa maman, et ce récit va s'employer à le suivre de l'âge de ses 6 ans jusqu'à l'université quand il va participer pour la première fois à un concours de drag queen. Quand on va attaquer le récit, Michael a à peu près 6 ans et il souffre de l'absence de son père qui refuse de s'occuper de lui, mais aussi de cette différence que tout le monde ne semble pas accepter, c'est-à-dire que petit garçon, il veut jouer avec des Barbie, mais sa mère ne veut pas lui en offrir, elle fait toujours semblant d'oublier, et petit à petit, en fait, on va le suivre dans son évolution avec des moments de vie choisis où on va se rendre compte que Michael est homosexuel, que sa mère a fini par l'accepter, et on va suivre du coup tout son déroulé dans ses amitiés, dans sa découverte de la poésie, dans sa découverte du monde, de ses origines, du racisme généralisé, parce qu'il est à la fois trop jamaïcain pour se reconnaître dans la culture crétoise, trop crétois pour se reconnaître dans la culture jamaïcaine, et trop métis pour se reconnaître dans la culture anglaise, qui est pourtant le pays dans lequel il vit. Et c'est tout un tas de réflexions du coup sur le genre, sur l'identité, sur l'orientation sexuelle, sur les origines, sur le racisme, sur le rapport aux autres, et en fait on va suivre ces thématiques abordées du coup de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, et c'est vraiment très intéressant. En plus le tout est ponctué de poèmes en vers libre puisque l'auteur est poète lui-même, et je pense qu'il y a une grosse part autobiographique dans ce roman qui était très humain, très vibrant, très émouvant aussi, et ça a été un véritable bonheur de suivre Michael dans ce roman qui est vraiment chouette aussi dans sa mise en page, puisque vous avez des illustrations, vous avez, je vous dis, des poèmes, le tout est en prose, et c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup marqué, et si vous avez l'occasion et l'envie de le découvrir, une fois encore, je vous le recommande vivement. Et on va clôturer cette immense vidéo de reprise qui, je l'espère, ne sera pas trop longue, mais j'ai quelques doutes, avec un roman graphique qui m'a mis un revers droite-gauche, qui m'a fait tomber les dents par terre tellement j'ai eu du mal à m'en remettre, et je crois que j'en suis pas tout à fait remise alors que ça fait 10 jours que je l'ai lu. Il s'agit de Ces jours qui disparaissent, écrit et dessiné par Timothée Le Boucher et publié aux éditions Glénat. Et ce coup de cœur traumatisme qui va me demander de longs mois de digestion, je le dois à Paper Palace qui en avait si bien parlé dans son dernier vlog, donc je vous mettrai le lien en petit, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle en parle divinement bien. Et allons-y, mais au trigger warning, vous allez avoir besoin d'antidépresseurs ou en tout cas d'un petit moment pour redescendre en pression après l'avoir lu. Donc évitez de lire dans votre lit un soir où vous avez passé une journée merdique parce que il va vous falloir un peu de nerfs pour venir à bout de cette histoire. Et pour cause, puisque dans cette histoire, Timothée Le Boucher nous embarque dans le quotidien de Lubin, un jeune adulte qui a je crois une vingtaine d'années, qui partage son quotidien entre sa troupe itinérante puisqu'il est acrobate avec ses potes, et de l'autre son métier alimentaire dans un supermarché,
et tout va plutôt bien, il se laisse vivre et il se laisse guider par le flow, hein, comme on dit, jusqu'au jour où il va se réveiller et se rendre compte qu'il n'a aucun souvenir de la journée de la veille. Si de prime abord le jeune garçon est un peu intrigué par cette espèce de micro-coma qui ne s'explique pas vraiment, il va peu à peu commencer à s'inquiéter puisqu'il va se rendre compte que ce phénomène se produit un jour sur deux de façon permanente. Déjà que là on est sur un truc un peu badant et anxiogène comme il faut, enfin moi personnellement j'étais déjà pas bien. Il va en plus se rendre compte que c'est pas du tout des micro-comas, qu'il passe pas la journée dans son lit à ne rien faire, mais bien plutôt qu'il a une deuxième personnalité qui se révèle du coup un jour sur deux, qui est diamétralement opposée à lui. Et donc au début il va essayer d'instaurer le dialogue avec cet autre lui, ils vont se laisser des messages, ils vont aussi se parler par vidéo interposée pour essayer de se caler, de tirer le meilleur parti de la situation, jusqu'au jour où Lubin va s'endormir et se réveiller 2 jours plus tard. Et c'est là que l'angoisse sourde et profonde va s'emparer de votre âme, puisque tout va très rapidement partir en cacahuète. Pareil, je ne vais pas vous en dire davantage, mais alors préparez-vous à un scénario glaçant, hyper bien maîtrisé, mais un truc qui va vous retourner le cerveau. Moi personnellement, je crois que je me suis arrêtée de respirer à partir du premier quart et que j'ai retrouvé mon souffle pour mieux m'effondrer, je crois, à la fin de ce roman graphique qui est juste bouleversant, retournant. J'ai fini par manquer de m'étouffer avec ma morve tellement j'ai chialé tout ce que je pouvais. C'était juste absolument sublime. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Moi personnellement, je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ce roman graphique que je vous invite très chaudement à découvrir parce que c'est vraiment une claque. Mais soyez avertis, moi je n'ai pas assez pris Pepper au mot quand elle l'a annoncé dans son vlog. Elle nous disait clairement qu'elle avait eu besoin d'un Xanax et qu'elle aurait bien aimé se shooter avec du Valium, et je me rends compte à quel point c'était vrai. Moi personnellement j'étais très mal en le terminant et j'ai dû enchaîner, alors que je l'ai terminé aux alentours de minuit, avec 2 films d'Avengers et un bouquin. Donc en fait j'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que j'avais besoin de le digérer, mais c'était juste magistral. Le traitement graphique est sublime, j'adore la façon dont Timothée Le Boucher dessine le mouvement, comment il arrive à capturer le côté très sensuel, très matériel, presque physique des personnages. C'était juste bouleversant, incroyable. Donc si vous l'avez dans votre bibliothèque, si vous avez un petit peu d'argent à mettre pour découvrir cette merveille, allez-y, c'était juste fou. Je vous propose qu'on se quitte sur ces bonnes paroles puisque la vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains titres que je vous présente. Surtout n'hésitez pas comme d'habitude à partager avec moi en commentaire quelles ont été les lectures qui ont illuminé votre confinement ou celles dans lesquelles vous êtes plongé dès la réouverture des librairies. Surtout n'hésitez pas à venir papoter avec moi, vous le savez, j'adore vous lire et vous répondre. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Promis, ciao ciao.